Je ne l'ai jamais vu venir. À 11 ans, mon monde s'est effondré en une seule conversation. Maman et papa m'ont fait asseoir dans notre salon, le visage grave. Dakota, il faut qu'on parle. Papa a commencé, d'une voix anormalement stable. Je me souviens avoir pensé que ça ne pouvait pas être bon. Mon estomac s'est noué. Maman a pris une grande inspiration. Ton père et moi allons divorcer. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Divorcer? Mais ils ne se sont jamais disputés. Ils étaient toujours polis l'un envers l'autre. Bien sûr, nous n'avions pas fait de sortie en famille ces derniers temps, mais divorcer, mais le divorce? Pourquoi? Je balbutie, les larmes me montent aux yeux. Papa s'est raclé la gorge. Nous avons tous les deux trouvé d'autres personnes avec qui nous voulons être. Maman m'a tendu la main, mais je me suis éloignée. Nous ferons toujours partie de ta vie, ma chérie. Tu vivras simplement avec chacun d'entre nous à des moments différents. Les jours suivants ont été très flous. J'ai regardé papa faire ses valises, remplir des cartons avec des morceaux de notre vie commune. Maman s'occupait de la décoration, comme si le fait d'effacer les cadeaux de papa rendait les choses plus faciles. Puis vint le jour où le nouveau mari de maman emménagea. Il est arrivé avec un camion rempli de meubles et une fille de quelques années plus jeune que moi. Dakota, voici Tom et sa fille, Lily, dit maman en les présentant, d'une voix trop enjouée. J'ai forcé un sourire, pensant que ce ne serait peut-être pas si mal. Une sœur, ça peut être sympa. Lily m'a regardé de haut en bas, ses lèvres se retroussant en une légère bavure. Enchantée, dit-elle, mais son ton ne laissait rien présager de bon. Le lendemain, j'ai essayé de me lier d'amitié avec Lily. Je lui ai proposé de lui montrer mes livres et mes jouets préférés. Elle a roulé des yeux. Écoute. Mettons les choses au clair. Nous ne sommes pas sœurs et nous ne serons pas amies. Tu es juste un obstacle. Au fil des jours, j'ai regardé maman s'occuper de Lily. Elle lui achetait de nouveaux vêtements, la félicitait constamment et lui donnait même quelques-uns de mes anciens jouets. Un soir, j'ai entendu maman et Tom discuter des écoles. Maman a dit que nous devrions inscrire Lily à l'Académie Westbrook. C'est la meilleure de la région. Et Dakota, demanda Tom. Il y a eu une pause avant que maman ne réponde. Dakota se débrouille bien dans son école actuelle. Lily, elle, est surdouée. Elle a besoin de plus de défis. Je suis retournée dans ma chambre, les mots résonnant dans ma tête. Lily était surdouée. J'étais très bien. Au fil des semaines et des mois, je me suis sentie de moins en moins à ma place. Maman et Tom étaient en train de créer leur petite famille parfaite, et j'étais l'intrus. Le jour est enfin venu pour moi de rendre visite à papa. J'ai fait ma valise avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Peut-être que les choses iraient mieux chez lui. Papa est venu me chercher dans sa voiture et nous avons roulé dans un silence gênant. Sarah, la nouvelle femme de papa, nous a accueillis à la porte. Elle était plus jeune que maman, avec de longs cheveux blonds et un sourire forcé. Bienvenue, Dakota, dit-elle d'une voix exagérément enjouée. J'espère que tu te sentiras bien ici. J'ai acquiescé, ne sachant pas quoi dire. L'appartement sentait l'encens et les épices inconnues. Sarah me conduisit dans une petite chambre qui serait la mienne pendant les visites. Le lendemain matin, Sarah préparait une sorte de thé dans la cuisine. Tu veux en goûter? Me proposa-t-elle. C'est un mélange spécial du Tibet. Très spirituel. À contre-séhure, j'ai bu une gorgée. Le goût était amer et étrange. En quelques minutes, ma gorge a commencé à me démanger, puis à me brûler. J'ai commencé à tousser, luttant pour respirer. Papa, ai-je haleté? La panique montant dans ma poitrine. Sarah roule des yeux. Oh, arrête de dramatiser. Ce n'est que du thé. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de tousser. Ma vision se brouillait et j'avais l'impression de me noyer sur la terre ferme. Sarah, appelle une ambulance. J'ai entendu papa crier, sa voix lointaine et étouffée.
Elle fait semblant, a insisté Sarah. Dakota, ce comportement de recherche d'attention doit cesser. Je n'ai pas pu répondre. Le monde devenait noir autour de moi. Ce dont je me souviens ensuite, c'est de m'être réveillée dans un lit d'hôpital, un masque à oxygène sur le visage. Papa était là, pâle et inquiet. Tu as fait une grave réaction allergique, m'a-t-il expliqué. Les médecins ils ont dit que si nous avions attendu plus longtemps, il n'a pas terminé sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. J'ai failli mourir parce que Sarah ne me croyait pas. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, nous sommes retournés à l'appartement de papa. Sarah attendait, les bras croisés. Je pense qu'il vaut mieux que Dakota ne reste plus ici, dit-elle froidement. Elle l'est aussi, c'est problématique. J'ai regardé papa, persuadé qu'il allait me défendre. Mais il est resté là, silencieux et vaincu. Le trajet du retour s'est déroulé dans le silence. J'attendais que papa s'excuse, qu'il promette d'arranger les choses. Mais il n'a rien dit. Je suis entrée dans la maison, sans prendre la peine de dire au revoir à papa. Maman a à peine levé les yeux de son magazine. Tu rentres tôt, a-t-elle dit, l'air presque agacé. Je suis allée dans ma chambre sans un mot, fermant la porte derrière moi. J'étais seule, vraiment seule, et je n'avais aucune idée de la façon d'y remédier. Les semaines qui suivirent furent un flou de solitude et de confusion. À la maison, Lily continuait à me tourmenter, à casser mes affaires et à m'en rendre responsable. Un jour, elle a accidentellement renversé un vase, envoyant de l'eau et des fleurs en cascade sur le sol. « Maman !» a-t-elle crié. « Dakota a cassé ton vase préféré. » Avant que je puisse me défendre, Tom est entré en trombe. C'est ça, jeune fille, m'a-t-il dit en grognant. Va dans ta chambre. Pas d'argent de poche ce mois-ci pour payer les dégâts. J'ai regardé maman, la suppliant silencieusement de me croire. Mais elle s'est contentée de secouer la tête, la déception se lisant sur son visage. Assise dans ma chambre, les larmes aux yeux, j'ai compris que je devais trouver un moyen de m'en sortir. C'est alors que je me suis souvenue de grand-mère, la mère de papa. Elle vivait seule, enseignait à l'université locale et avait toujours été gentille avec moi. Elle pourrait peut-être m'aider. La maison de grand-mère, c'était comme entrer dans un autre monde. Dès que j'ai franchi sa porte, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Sa maison sentait les vieux livres et les biscuits fraîchement sortis du four. Elle était confortable, remplie de chaises rembourrées et d'étagères de livres. Et si nous prenions un peu de thé et que tu me racontais ce qui s'est passé ? Suggère grand-mère en me conduisant à la cuisine. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie suffisamment en sécurité pour tout dire. Je lui ai tout raconté, le divorce, la nouvelle famille de maman, l'abandon de papa, l'incident dans son appartement. Grand-mère m'a écouté patiemment, ses yeux bienveillants ne quittant pas mon visage. Quand j'ai eu fini, elle m'a tendu la main et l'a serrée. Oh, Dakota, je suis vraiment désolée que tu aies traversé tout cela toute seule. Tu peux venir ici chaque fois que tu en as besoin. Ma porte t'est toujours ouverte. Depuis ce jour, la maison de grand-mère est devenue mon refuge. J'ai commencé à y passer de plus en plus de temps. Nous cuisinions ensemble, travaillions dans son jardin et, surtout, lisions les livres de sa vaste collection. Un soir, alors que nous étions assis dans son bureau, ma grand-mère m'a demandé comment allaient tes notes, Dakota. J'ai haussé les épaules. Ça va, je crois. Maman se concentre davantage sur le travail scolaire de Lily ces jours-ci. Les yeux de grand-mère se sont rétrécis. Eh bien, ce n'est pas possible. Et si je t'aidais à étudier ? C'est ainsi que commencèrent nos séances de tutorat après l'école. Il s'est avéré que grand-mère était une enseignante hors pair. Elle donnait vie aux sujets les plus ennuyeux en les agrémentant d'histoires et d'exemples concrets. Au fil des semaines, je me suis retrouvée de plus en plus souvent chez ma grand-mère. Au début, ce n'était que le week-end. Puis c'est devenu quelques nuits par semaine. Avant même de m'en rendre compte, je vivais pratiquement chez elle à temps plein. Ce qui est étrange, c'est que ni papa ni maman n'ont semblé s'en apercevoir.
Lorsque je rentrais à la maison, maman me demandait distraitement, « Oh, tu étais chez ton père ?» Et les rares fois où je voyais papa, il supposait que j'étais avec maman. C'est au cours d'une de ces visites chez grand-mère que les choses ont commencé à se gâter. En rentrant de l'école, j'ai trouvé ma grand-mère inquiète. « Dakota, dit-elle, la voix grave. Il y avait des gens du service des tutelles à ton école aujourd'hui. » Mon cœur s'est emballé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ? » Grand-mère soupire. « Ton institutrice, Madame Johnson, est allée chez ta mère pour discuter de ton transfert dans une classe pour enfants doués. Lorsqu'elle lui a demandé où tu étais, ta mère lui a répondu que tu vivais avec ton père. Madame Johnson a alors appelé votre père, qui a dit que vous viviez avec votre mère. Elle s'est rendue compte que ni l'un ni l'autre ne savait où tu étais réellement. Je m'enfonce dans un fauteuil, les jambes soudain faibles. Que va-t-il se passer maintenant ? Le service des tutelles t'a autorisé à rester avec moi pour l'instant, m'explique grand-mère. Mais ils vont intenter une action en justice pour déterminer ton lieu de résidence officiel. Cette nuit-là. Alors que je me couchais chez ma grand-mère, je l'entendais au téléphone, la voix basse et intense. Je me suis rendu compte qu'elle se battait pour moi. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me faisait passer en premier. Et la salle d'audience était intimidante, toute de bois poli et de visage sévère. J'ai vu maman et papa assis de part et d'autre, aucun ne m'a regardé dans les yeux. En m'asseyant, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de mon amie Jessie, dont les parents avaient divorcé l'année dernière. Ils s'étaient battus bec et ongles pour savoir qui aurait la garde de l'enfant, chacun voulant à tout prix que Jessie vive avec eux. La juge, une femme à l'air sévère avec des lunettes sur le nez, a ouvert l'audience. Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer les conditions de vie de Dakota Miller, annonça-t-elle. Ce qui s'est passé ensuite ressemble à un cauchemar. Au lieu de se battre pour moi, mes parents ont commencé à se battre pour se débarrasser de moi. Elle devrait vivre avec sa mère, a crié mon père, le visage rouge. J'ai une nouvelle famille maintenant. Nous n'avons pas de place pour elle. Maman s'est levée d'un bond, la voix stridente. Oh non, tu n'as pas le droit. J'ai aussi une vie, tu sais. Je ne peux pas m'occuper d'elle à plein temps. J'y suis restée assise, abasourdie, pendant que mes parents se disputaient pour savoir qui ne me voulait pas le plus. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir à quel point ils me faisaient du mal. Le marteau de la juge s'abattit avec force. Ordre, cria-t-elle, faisant taire mes parents qui se chamaillaient. Elle se tourna vers moi, ses yeux s'adoucissant légèrement. Dakota, je suis vraiment désolée que tu traverses cette épreuve. J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler. C'est alors que j'ai entendu un raclement de chaises derrière moi, et que la voix de grand-mère a retenti, claire et forte. Votre honneur ? dit-elle, debout, malgré son âge. Puis-je parler ? Le juge a hoché la tête, et grand-mère a continué. Il est clair qu'aucun des parents de Dakota ne veut ou ne peut lui offrir le foyer qu'elle mérite. Je suis sa grand-mère, et je suis tout à fait disposée à en assumer la garde complète. Elle s'est approchée du banc et a remis une pile de documents. Ces documents montrent que je suis financièrement stable. Je suis professeur au Westfield College, j'ai un bon salaire et des économies substantielles. Plus important encore, j'aime Dakota et je veux lui donner le foyer stable et aimant dont elle a besoin. La juge a examiné les documents, hochant lentement la tête. Puis elle s'est tournée vers moi. Dakota, tu as 14 ans maintenant. Tu es assez âgé pour avoir ton mot à dire dans cette décision. Avec qui aimerais-tu vivre ? Je me suis levée, mes jambes tremblant légèrement. J'ai regardé papa et maman, voyant le soulagement dans leurs yeux à l'idée d'être débarrassés de moi. Puis je me suis tournée vers grand-mère, qui m'a souri d'un air encourageant. Je veux vivre avec ma grand-mère, ai-je dit, la voix plus forte que je ne le sentais. Le juge a hoché la tête. Très bien. Compte tenu des circonstances inhabituelles de cette affaire et des souhaits clairement exprimés par l'enfant, j'accorde la garde complète à Madame Eleanor Miller,
avec un droit de visite pour les parents s'ils le souhaitent. Vivre avec grand-mère, c'était comme entrer dans un bain chaud après avoir été dans le froid. Nous nous sommes installés dans une routine confortable, jardinant le matin, étudiant l'après-midi et préparant des biscuits le soir. Sous sa tutelle, je me suis épanouie. Mes notes s'amélioraient, je me faisais de nouveaux amis à l'école et, lentement, la douleur du rejet de mes parents commençait à s'estomper. Les années ont filé, avant même que je m'en rende compte, je portais mon chapeau et ma toge, mon diplôme à la main. Le chemin jusqu'à ce moment avait été long et parfois difficile. Mais en cherchant dans la foule des parents fiers et des proches rayonnants, je n'avais Dieu que pour une seule personne, grand-mère. Elle était là, au premier rang, les yeux brillants de larmes de joie. Elle se distinguait des jeunes parents, mais pour moi, c'était la plus belle personne présente. Lorsque j'ai traversé l'estrade, j'ai entendu ses applaudissements, c'est ma fille. L'absence de mes parents était une douleur sourde, mais à laquelle je m'étais habituée. Ils n'avaient pas appelé pour mes anniversaires, ne s'étaient pas enquis de mes projets d'études, n'avaient pas montré le moindre intérêt pour ma vie. Mais en regardant le visage fier de ma grand-mère, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'eux. J'avais toute la famille dont j'avais besoin ici même. Grâce au soutien indéfectible de ma grand-mère et à mon travail acharné, j'avais non seulement obtenu mon diplôme avec mention, mais aussi une bourse d'études complète au Westfield College, l'un des meilleurs de l'État. J'allais étudier la gestion des investissements, un domaine qui me fascinait par son mélange de mathématiques, de psychologie et de stratégie. Les 3 années suivantes ont été un tourbillon de cours, de séances d'études et de nouvelles expériences. Je me suis jetée dans la vie universitaire, j'ai rejoint des clubs, je me suis fait des amis et j'ai excellé dans mes études. Grand-mère était toujours là, au bout du fil, prête à m'encourager ou à m'envoyer un colis rempli de ces fameux biscuits. J'étais au milieu de ma première année lorsque j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Grand-mère était décédée dans son sommeil. Le monde a semblé s'arrêter de tourner pendant un moment, le temps que la nouvelle soit assimilée. Les jours suivants ont été un mélange de chagrin et de responsabilité. J'ai pris en charge l'organisation des funérailles, déterminée à donner à grand-mère le départ qu'elle méritait. Alors que je prenais les dispositions nécessaires et que je rédigeais l'éloge funèbre. J'ai été frappée par le nombre de vies qu'elle avait touchées. Le jour de l'enterrement est arrivé et l'église était bondée. Le maire était présent, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal, tous d'anciens élèves de grand-mère. Des auteurs célèbres et des universitaires respectés remplissaient les bancs, chacun racontant comment sa grand-mère l'avait inspiré ou aidé. Alors que je me levais pour prononcer l'éloge funèbre, mes yeux ont balayé la foule une dernière fois. Malgré un petit espoir insensé, je savais que je ne les verrais pas. Mes parents n'étaient pas venus. Ils n'avaient même pas pris la peine de se montrer pour la femme qui avait élevé leur fille, alors qu'ils ne le feraient pas. Eleanor Miller était plus que ma grand-mère. J'ai commencé, mon garçon stable, malgré la boule dans ma gorge. Elle était ma tutrice, mon professeur, mon plus grand soutien et ma meilleure amie. Après la cérémonie, alors que j'acceptais les condoléances de la longue file de personnes en deuil, j'ai pensé à appeler mes parents, à leur crier dessus pour leur absence, pour leurs années de négligence. Mais en regardant toutes les personnes dont la vie avait été touchée par grand-mère, je me suis rendu compte d'une chose. L'absence de mes parents en disait plus long sur eux que sur moi ou ma grand-mère. 2 semaines après l'enterrement de ma grand-mère, j'ai été appelée chez le notaire. En entrant, mon cœur a battu la chamade. Mes parents étaient là, assis de part et d'autre de la pièce. Ils m'ont fait un signe de tête sec, sans même prendre la peine de me demander comment j'allais. L'air était chargé de tension et de non-dits. Le notaire, un homme chauve aux yeux bienveillants, se racla la gorge. « Commençons-nous » demanda-t-il en jetant un coup d'œil à la salle. Alors qu'il commençait à lire le testament de ma grand-mère, j'ai senti un sentiment d'irréalité m'envahir. À ma petite fille bien-aimée, Dakota Miller, je laisse tous mes biens, y compris ma maison et toutes mes économies, qui s'élèvent à $1 million. La pièce est restée silencieuse pendant un moment, puis a sombré dans le chaos. Qu'est-ce qu'il y a ? S'écrie mon père, dont le visage devient rouge. C'est impossible. Je suis son fils unique. Elle ne peut pas tout laisser à Dakota. Ma mère a repris la parole, d'une voix stridente.
Il y a sûrement une erreur. Éléanore aurait pu au moins nous laisser quelque chose. Nous sommes aussi de la famille. Je suis restée assise, abasourdie. $1 million et la maison? C'était plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Le notaire a levé la main, réduisant mes parents au silence. Il y a autre chose, a-t-il dit. Madame Miller a laissé une lettre qui doit être lue à ce moment-là. Il sortit une enveloppe et commença à lire. Ma très chère Dakota, si cette lettre est lue, c'est que je ne suis plus avec vous. Mais sache que mon amour pour toi s'étend au-delà de cette vie. Tu es la fille de mon cœur, la seule qui ait vraiment pris soin de moi dans mes dernières années. À mon fils et à son ex-femme, je suis profondément déçue de la façon dont vous avez abandonné Dakota. Un enfant est une bénédiction, pas un fardeau dont on se débarrasse quand cela ne convient pas. Vos actions m'ont montré que vous ne méritiez pas de bénéficier de l'œuvre de ma vie. Je sais que cette décision peut vous bouleverser, mais elle est définitive et juridiquement contraignante. Dakota, utilise cet héritage avec sagesse. Construis la vie que tu mérites, la vie que j'ai toujours su que tu pouvais avoir. Avec tout mon amour, grand-mère. Et la pièce est redevenue silencieuse, mais seulement pour un instant. Puis mes parents se sont tournés vers moi, leurs yeux sont devenus amicaux, leur voix douce comme du miel. Dakota, ma chérie, m'a dit ma mère en roucoulant. Tu vas sûrement partager un peu de tout cela avec nous? Nous sommes de la même famille, après tout. Mon père a hoché la tête avec empressement. Oui. Oui. Discutons raisonnablement. Nous pourrons trouver un arrangement. Mais je me dirigeais déjà vers la porte. Je remercie le notaire pour le temps qu'il m'a consacré. Je vous contacterai pour les formalités administratives nécessaires. En sortant, j'ai entendu les cris de colère de mes parents derrière moi. Mais pour la première fois depuis des années, leurs paroles ne me touchaient pas. Grand-mère m'avait donné plus que de l'argent et une maison. Elle m'avait donné la force de me débrouiller seule, d'affronter le monde sans broncher. Quelques jours après la lecture du testament, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas été surpris de voir le numéro de ma mère sur l'écran. Avec un peu d'hésitation, j'ai répondu. Dakota, ma chérie, la voix de ma mère était si rupeuse et douce. Cela fait si longtemps. Tu nous manques terriblement. Tu ne veux pas venir dîner? J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. Des années de silence, et soudain, je leur manquais. Mais la curiosité a pris le dessus. J'ai accepté de venir. Le lendemain soir, je me suis retrouvée sous le porche de la maison de mon enfance, un endroit qui me semblait désormais étranger. Ma mère a ouvert la porte, le visage arrangé en un masque de joie maternelle. J'ai remarqué les larmes dans ses yeux, soigneusement préparées pour un effet maximal. Tom, son mari, et Lily, ma demi-sœur, se tenaient derrière elle, affichant des sourires qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux. Tout au long du dîner, la conversation est tendue. Ma mère ne cessait d'évoquer les difficultés rencontrées ces derniers temps. La maison tombe en ruine, soupire-t-elle dramatiquement. Le toit doit être remplacé, la plomberie est un cauchemar. Pauvre Lily, elle veut tellement aller dans une bonne université, mais avec nos finances. J'ai fait semblant de ne pas remarquer les regards appuyés et les allusions peu subtiles. J'ai posé des questions sur leur vie, leur travail. Feignant l'intérêt alors qu'ils trébuchaient dans leurs réponses, manifestement peu préparés à une véritable conversation. Enfin, ma mère s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Et toi, Dakota? Comment vas-tu? Que as-tu fait pendant toutes ces années? J'ai souri, décidant de la mettre à l'épreuve. Oh, je me débrouille bien. Je suis en dernière année d'université. Au fait, sais-tu où j'étudie ou ce que j'étudie? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tom et Lily se déplacent mal à l'aise sur leur siège. Enfin, c'est-à-dire ma mère, balbutia-t-elle. C'est bon, maman, dis-je d'une voix calme mais ferme. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je sais que je ne t'intéresse pas. C'est mon héritage qui t'intéresse. La façade s'est effondrée instantanément.
Le visage de ma mère se contorsionna de colère et d'embarras. Tom commença à protester tandis que Lily marmonnait quelque chose sous sa respiration. Maintenant, Dakota, commença ma mère, la voix dure. Ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. Nous essayons juste de nous réconcilier. Non, l'ai-je interrompu en me levant. Nous ne sommes pas une famille. La famille ne s'abandonne pas. La famille ne s'ignore pas pendant des années, et ne tend la main que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. J'ai marché vers la porte, leurs protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. Alors que je sortais dans l'air frais du soir, j'ai entendu leurs cris derrière moi. Mais je ne me suis pas retournée. À chaque pas, je me sentais plus légère, plus libre. Quelques jours après le dîner désastreux avec ma mère, je me suis retrouvée sur le pas de la porte de mon père. La maison était plus petite que dans mes souvenirs, la peinture s'écaillait par endroits. Mon père ouvrit la porte, le visage empreint d'un mélange de surprise et de chaleur forcée. Dakota, dit-il en me faisant entrer. C'est bon de te voir. À l'intérieur, j'ai rencontré ma belle-mère, Sarah. Son sourire était cassant lorsqu'elle m'a accueilli. Bienvenue, Dakota. Cela fait si longtemps. Un jeune garçon sortit de derrière le dos de Sarah, les yeux écarquillés de curiosité. Mon demi-frère, réalisai-je en sursautant. Il avait environ 8 ans, un rappel vivant du temps qui s'était écoulé. Voici Michael, dit mon père en ébouriffant les cheveux du garçon. Dis bonjour à ta sœur, Michael. Michael s'est contenté de regarder fixement, manifestement troublé par mon apparition soudaine dans sa vie. Assis dans le salon, la conversation était tendue. Mon père se racla la gorge. Dakota, nous avons réfléchi. Michael est très brillant. Nous aimerions l'envoyer à l'Académie Westbrook. C'est une école prestigieuse, mais les frais de scolarité, je voyais bien où ça nous menait. Et vous pensiez que je serais prêt à payer pour ça? J'ai terminé pour lui. Mon père a eu la décence de paraître embarrassé. Eh bien, tu vois, avec ton héritage. Papa, j'ai interrompu mes patients qui portaient des ailerons. Pourquoi ne te souviens-tu de moi que maintenant? Pourquoi n'as-tu pas appelé pour mes anniversaires? Ou quand j'ai eu mon diplôme ou que je suis entrée à l'université? Avant que mon père ne puisse répondre, Sarah est intervenue d'une voix tranchante. Écoute-moi bien, jeune fille. Nous sommes une famille. Tu es obligée de nous aider. Si tu ne le fais pas, nous te poursuivrons en justice et nous exigerons notre part. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. En fait, j'ai dit, une fois que je me suis calmée, que selon la loi, nous ne sommes pas de la même famille. Vous m'avez abandonnés tous les deux. Grand-mère était ma tutrice légale. Vous n'avez aucun droit sur quoi que ce soit. Les couleurs se sont éteintes sur leur visage, remplacées rapidement par la colère. Mon père a commencé à bafouiller, mais je me dirigeais déjà vers la porte. En partant, j'ai croisé le regard de Michael une dernière fois. Il avait l'air confus et un peu triste. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour lui. Rien de tout cela n'était de sa faute. Les jours suivants, mon téléphone n'a cessé de bourdonner d'appels et de messages de mes deux parents. Ils me suppliaient, me menaçaient, essayaient de me culpabiliser. Ma mère m'a envoyé un message particulièrement dramatique dans lequel elle m'annonçait qu'elle allait se retrouver à la rue à cause de ses dettes. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai préféré me concentrer sur l'obtention prochaine de mon diplôme universitaire et sur mes projets d'avenir. En regardant mon relevé de compte et en voyant l'héritage de ma grand-mère, j'ai ressenti un sentiment de responsabilité. C'était l'occasion de faire la différence, de construire la vie que ma grand-mère avait toujours voulu pour moi. Mais alors que je pensais à mon avenir, mon esprit revenait sans cesse à Michael. Il était innocent dans tout cela, juste un enfant pris au milieu de problèmes d'adultes. Je n'avais pas l'intention de donner de l'argent à mon père ou à ma belle-mère, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il y avait un moyen d'aider Michael à l'avenir. C'était quelque chose à envisager. Mais pour l'instant, j'ai mon propre chemin à tracer. Assis à mon bureau,
en train d'étudier les possibilités d'investissement et les perspectives d'emploi, j'ai ressenti un sentiment d'excitation. Le monde s'ouvrait à moi comme jamais auparavant.